à toutes et à tous et bienvenue à aujourd'hui avec nous pour ce Smart Webinaire organisé par Logistique Performante, le média spécialisé dans la logistique et la supply chain. Je voudrais vous remercier chaleureusement parce que vous avez vraiment été nombreux à répondre présent. C'est un moment important pour nous car il s'agit du tout premier épisode d'une nouvelle série de webinaires que nous lançons. Donc, avec l'ambition de partager des retours d'expérience concrets, des expertises de terrain et de donner la parole à ceux qui font avancer notre secteur. Donc, nous sommes, comme j'ai dit, un portail de marketing de contenu spécialisé en logistique et supply chain. Quelques mots donc sur notre groupe MLC Consulting. C'est un groupe italien qui est propriétaire de plusieurs portails dédiés à l'automatisation et à la logistique et la supply chain. Nous organisons plusieurs événements, un présentiel et un distanciel en Italie. Donc, nous avons lancé cette série de Smart Webinaires aussi en France, dont celui-là est le premier. Donc, le thème du jour est l'entrepôt de demain, l'automatisation comme clé de la réactivité et de l'efficacité. Et comme nous aimons bien faire parler nos experts, nous avons donc aujourd'hui deux spécialistes de l'automatisation de l'entrepôt qui sont également sponsors de ce webinaire et que je remercie chaleureusement. Donc, Laurent Lacour de Cardex et Benoît Cudel de Simco Consulting. Bonjour à tous. Donc, j'ai demandé aux deux intervenants de se présenter brièvement afin que vous sachiez qui ils sont, leur rôle et leur domaine d'expertise avant de partir en fait dans le vif du sujet. Laurent, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Laurent Lacour. Je représente la société Cardex depuis maintenant près de 4 mois. Ça fait quand même 30 ans que je suis dans les solutions automatisées de stockage et de préparation de commandes. Alors, c'est un peu une boucle puisqu'il y a une trentaine d'années, j'ai commencé chez Leader System qui était un revendeur Megamat qui faisait partie du groupe Cardex. C'est pour ça que j'en souris un petit peu aujourd'hui dans le parcours. Donc voilà, le démarrage il y a une trentaine d'années à travers Megamat. Puis je suis parti chez un autre fabricant de stockers vertical qui s'appelle Anel, une société allemande dans laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans sur différents secteurs géographiques. Puis je suis passé chez SSI Schaeffer, qui est une société aussi qui est très connue dans les solutions d'automatisation comme chef produit. Et ça m'a permis de découvrir un peu plus on va dire, d'automatisation dans mon métier. Et puis ensuite, je suis passé chez Savoie, qui est une excellente société formatrice, toujours dans les systèmes d'automatisation et de préparation de commandes plus poussés. Et voilà, pour faire la boucle, hein, je suis depuis 4 mois, je le répète, chez Cardex, avec un nouveau rôle qui s'inscrit dans une stratégie qui est très récente, qu'on appelle système. Et voilà, je vais vous en parler dans la présentation d'aujourd'hui. Ok. Et bon, grand merci Laurent pour votre présentation, donc un parcours riche. Je vais demander de faire de même à Monsieur Cudel. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Benoît Cudel. Donc, moi, je suis en charge des activités de Simco Consulting en France. Donc, on est cabinet conseil en logistique supply chain. J'aurai la parole tout à l'heure et je présenterai plus en profondeur notre offre et les avantages. Alors moi, comme Laurent, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans le milieu logistique. Alors plutôt côté utilisateur, beaucoup en prestation, logistique in situ, beaucoup de secteurs d'activité. Avant d'avoir pris donc une direction supply chain dans une plasturgie et je fais du conseil depuis une dizaine d'années avec notamment l'ouverture donc de la filiale française de Simco Consulting en France en 2021 officiellement. Ok, et grand merci à vous aussi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai fait juste quelques précisations techniques. Vous allez recevoir en fait toute la documentation que vous allez voir aujourd'hui par mail dans les jours qui suivent. Je vous invite à poser vos questions via l'onglet questions que vous trouvez à droite de votre pop-up dans la plateforme GoToWebinar.
parce que nous allons avoir en fait un moment d'échange après avec nos intervenants pendant lequel je poserai des questions. Alors, je précise que vous êtes très nombreux, donc je ne pourrai pas leur poser toutes les questions que vous allez poser. Je vais en sélectionner quelques-unes, mais je vous rassure sur le fait que vos questions seront envoyées directement aux intervenants pour qu'ils puissent vous répondre de manière directe dans les jours qui suivent. Je ne vous prends pas plus de temps que ça. On va donc rentrer dans notre Smart Webinaire. Je passe donc la parole à Benoît. Benoît Cudel de Simco Consulting pour sa vision de l'entrepôt de demain. Donc, je vais... Benoît, vous êtes là? Benoît, on ne vous entend pas. Ah voilà, Ok. j'arrivais pas à ouvrir le micro, c'est bon. Oui. Ok, donc je vous laisse la parole pour cette intervention et je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet. Au revoir. Bien, donc à mon tour, merci Laurent pour la présentation de Cardex et de tous vos savoir-faire et toutes vos technologies. L'idée pour moi, c'est de prendre le relais et alors peut-être ce serait prétentieux de prendre de la hauteur, mais en tout cas pas forcément de rentrer dans le détail des technologies, mais de rester plutôt dans la globalité. Pourquoi est-ce que on va chercher l'automatisation et en quoi effectivement, cette automatisation va nous ramener de la réactivité et de l'efficacité dans nos entrepôts. Pour ce faire, si ça veut bien, si voilà. Pour ce faire, donc une mise en contexte, même si Laurent nous a bien chauffé sur cette mise en situation. L'automatisation, donc en quoi elle va nous apporter. Un point important sur lequel je vais beaucoup insister ce matin, c'est automatiser. Oui, alors des fois c'est pas nécessaire. Des fois les solutions ou la conclusion des études, c'est dire bah non, on va rien changer, on va plutôt passer par l'amélioration continue. Mais comment est-ce qu'on est sûr de ne pas se tromper quand on investit des centaines de milliers d'euros dans des solutions automatisées et puis la conclusion ou les conclusions que l'on pourra tirer de tout ça. Quelques mots sur Simco. Nous, notre métier, c'est de vous accompagner, d'accompagner nos clients sur la mise en performance des entrepôts d'usines et distribution. On est à peu près à 70% de notre chiffre d'affaires sur des activités intralogistiques, essentiellement les sites d'entrepôt, du plus manuel au plus automatisé, en partant d'une page blanche ou au contraire en termes d'évolution de performance par rapport à un existant, avec une notion de simulation de flux, on en parlera quelques instants. Et puis donc, on a des activités également supply chain sur tout ce qui va être gestion de stock, tout ce qui va être ordonnancement, réapprovisionnement, etc. Et puis une partie donc formation également. Nous sommes certifiés Calliope sur la France, et donc on sait assurer donc les formations sur les mises en performance. Simco en 5 lettres. Du service, puisque on est indépendant de tout fournisseur et donc on amène des prestations intellectuelles, on parle concept. Ensuite, on sait vous accompagner pour aller choisir le bon fournisseur et la mise en œuvre. La partie innovation, on a le mérite d'être en relation avec, on a la prétention d'être en relation avec quasiment l'intégralité des fournisseurs et de connaître leur technologie et de faire cette veille sectorielle. On verra, c'est très important derrière pour choisir cette solution. Les méthodes, qui a fait ses preuves, 600 clients, 2400 projets, un petit slide derrière qui va vous montrer quelques logos de clients. Là, l'accompagnement du changement avec un C, le C de Simco, et puis donc en termes d'opération, une approche qui est très opérationnelle pour transformer la stratégie en tactique. On n'est pas là pour faire vos stratégies, mais bien la collecter et l'appliquer et aller chercher donc les solutions qui vont bien. On est basé à Chalon-sur-Saône. Le siège est à Milan et a démarré donc son activité en 1981 et nous sommes en train d'installer également un bureau à Barcelone et de développer des activités en Espagne. Quelques-uns de nos clients ici, difficile de mettre 600 logos. On retrouve des clients français, des clients italiens, des petits, des gros, tout secteur d'activité. Nous, dès l'instant où il y a une notion de flux, une notion de stock, nous sommes censés pouvoir intervenir.
Alors, rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Donc, l'automatisation pour la réactivité et l'entrepôt. On a aujourd'hui des défis dans nos entrepôts, très clairement. On a des difficultés, on a des pénuries de surface, on a des pénuries des coûts également, hein, de bâtiments qui sont non négligeables. On a la législation, la réglementation qui évolue avec la fameuse loi ZAN. On a des pénuries donc de ressources humaines, difficiles de trouver des personnes, et c'est vrai qu'aujourd'hui où certains entrepôts, on va dire, sont pas forcément très sexy pour attirer et fidéliser donc des collaborateurs. Donc la technologie nous aide aussi à attirer, à amener une fierté de travailler dans un environnement qui est un peu plus mécanisé et qui va plus ressembler à une usine, hein. C'est bien aujourd'hui l'évolution de nos entrepôts. On passe du hangar d'il y a quelques dizaines d'années à l'entrepôt aujourd'hui, à l'usine demain, très clairement. Euh, on doit être réactif face à des problèmes de prévision, hein. On est dans ce fameux monde VUCA, vulnérable, incertain, encore plus actuellement avec des notions de géopolitique. On a des contraintes qui sont liées aux activités en elles-mêmes, aux produits en eux-mêmes, hein, avec des notions d'obsolescence qui augmentent, avec donc plus de références, avec des commandes qui sont plus conséquentes, enfin plus nombreuses et de plus petite dimension, des délais de livraison qui sont très raccourcis avec une exigence client et cette note de satisfaction finalement et la réputation digitale qu'on peut avoir à travers notamment des canaux de distribution. Voilà, donc tout ça fait que on est face à un mur quelque part selon les activités évidemment, et donc il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça. Et donc comment répondre à tout ça? On a un flux physique, on a des flux d'informations, on a des technologies qui progressent, qui sont de plus en plus, j'ai dire, souples et moins contraignantes à installer, et on a cette notion d'intelligence artificielle qui arrive et qui permet aussi d'accélérer des processus de décision. L'idée également, et on va revenir un tout petit peu dessus après, c'est de raisonner, je vous propose de raisonner mètre cube et mètre carré, et là, l'automatisation a tout son sens en termes de capacité à répondre à ces enjeux. Bon, alors le défi, si on regarde plus dans le détail, mais vous aurez là aussi, vous pourrez prendre le temps de lire les slides qui vous seront transmis par Musique Performante. On a besoin d'efficacité, hein, voilà, donc il faut limiter les OPEX. Quand on fait des études, c'est combien j'investis, mais combien derrière je vais économiser tous les ans pour pouvoir aller chercher mon retour d'investissement. C'est la notion de vitesse, hein, voilà, on a des grands acteurs de e-commerce qui nous ont habitués au tout de suite. C'était vrai dans le B2C, c'est de plus en plus vrai dans le B2B, d'autant qu'on a des contraintes aussi de niveau de stock, hein, qu'il faut gérer. Donc le juste milieu, suffisamment de stock pour pouvoir servir les clients, mais pas trop parce que sinon on est sur un coût et des conséquences économiques. Le taux de service qui est capital, des notions de retour aussi, hein, et la reverse logistique, ce e-commerce qui fait qu'on en envoie 3, puis on en retourne 2, voire 3 parce que c'est pas la bonne couleur, la bonne taille, etc. Puis j'ai choisi à la lumière du jour, donc pas facile. La flexibilité, tout ce qui est la continuité de fonctionnement dans un contexte délicat, etc. Donc, et aussi, et on va en parler aussi bien sûr, la partie ergonomie, Laurent, vous en avez parlé, comme levier d'efficacité et de productivité, c'est quelque chose d'important. De plus en plus, on arrive, et on l'évoquera avec la notion de l'arrivée de l'industrie 5.0. Je vous disais tout à l'heure, raisonnons mètre cube, mètre carré. Au lieu de mètre carré, vous avez un exemple classique, hein, d'un entrepôt qui a une hauteur assez conséquente et sur lequel on vient, on exploite 2 mètres maximum de hauteur sur cet entrepôt. Comment demain? Alors évidemment, on n'a pas des opérateurs qui sont sur perche ou qui ont des bras de 3 mètres de haut. Donc,
difficile, si ce n'est d'envisager des dalles béton. Alors, les entrepôts montants en hauteur, on peut avoir des utilisations de dalles béton. On est en manuel, évidemment. On peut avoir des mezzanines. On peut mettre de l'automatisation sur des mezzanines. On peut travailler au sol, mais là, les solutions automatisées vont nous permettre de monter et d'aller assurer du stock et du flux en hauteur, et donc vraiment de raisonner mètre cube. Les solutions qui répondent à ces augmentations de complexité, elles commencent évidemment par nos systèmes d'information. Hein. J'ai toujours tendance à dire, et je le répète un peu, ça va être ma marque de fabrique, pas de bon flux physique si pas de bon flux d'information. Et on a des solutions qui répondent par l'amélioration continue. Des fois, encore une fois, c'est pas nécessaire d'aller chercher des gros investissements en termes d'automatisation, et on peut être dans l'amélioration continue. On peut être dans l'automatisation des processus. On peut avoir des solutions semi-automatisées. Mais à un moment donné, tout est imbriqué puisqu'on ne va pas aller faire d'automatisation si on ne sera pas passé par cette phase d'amélioration continue, de maîtrise de ces process, d'amélioration de ces process pour savoir finalement qu'est-ce qu'on doit automatiser et comment. Et donc, je vous le disais, donc flux physique et flux d'information, les workflows, donc tout ça, c'est automatisable. Et on a aujourd'hui quand même des systèmes d'information qui progressent énormément. Une étude ici qui a été réalisée par Zebra en 2024 montre que dans les plans, on a des intérêts très forts. 61% des entreprises qui ont été interrogées ici considèrent que on va avoir, alors c'est une entreprise qui l'année dernière et donc qui parle de 2024, mais on va avoir un investissement qui va combiner de l'humain et de la technologie. Et puis 27% vont plutôt aller sur de l'automatisation complète. Voilà, ces fonctions aussi, évidemment, des secteurs d'activité, des besoins, et encore une fois, on va le développer ici. Le challenge aussi, hein, il est très lié à l'emploi. On nous explique que y a les collaborateurs viennent avec un emploi qui est qualifié pour 55%. On considère que les formations sont trop longues pour 54% des personnes interrogées. Et puis donc la notion de finalement de bien-être qu'on va retrouver à travers, je le disais tout à l'heure, cette industrie 5.0, parce qu'on parle encore de 4.0, mais on est passé dans la 5.0, où on nous parle de la collaboration en machine et la prise en compte des impacts RSE, et ça c'est capital, puisque quand on parle d'automatisation, on passe d'un process donc de person to goods au goods to person, c'est-à-dire que c'est plus l'opérateur qui va faire son prélèvement, mais c'est les systèmes qui amènent les prélèvements à un opérateur. On est sur un poste de travail fixe. On peut passer 7 heures par jour à avoir des caisses arrivées, des caisses arrivées, des caisses arrivées, et puis donc des produits à dispatcher. Et ça, faut en tenir compte quand on parle évidemment de l'aménagement des postes de travail, quand on parle de l'aménagement aussi des collaborateurs en eux-mêmes, où il va falloir prévoir des rotations de postes, sinon on ne va pas atteindre cette notion d'efficacité qu'on vise. Une étude, là aussi, qui date de novembre 2023, mais qui a été faite par McKinsey, qui est encore d'actualité, où on nous montre les différentes étapes. Alors, je suis désolé, c'est en anglais. On nous montre les différentes étapes, finalement, et les différents modules ou les investissements sur lesquels doit aller l'entrepôt, et l'entrepôt de demain, justement, pour générer donc cette notion de cassure, donc les petites bulles bleues de 10 à 14, où on va nous parler donc de forecast, hein, donc de prévision. On sait que c'est difficile de prévoir, mais c'est la bonne prévision qui va nous permettre aussi d'adapter les moyens, et d'où l'importance ici donc de l'IA, évidemment. Toute la partie WMS, aujourd'hui nos entrepôts ne sont pas encore saturés en termes d'implantation de WMS. Il y a encore des exploitations qui tournent sur des tableurs. Donc, un des enjeux forts, c'est quand même de généraliser ces notions de WMS. Encore une fois, il y a WMS et WMS, il y en a aussi pour toutes les tailles d'entreprise. Cette notion de temps réel, qui est facilitée justement par
le WMS. Et puis, on nous parle aussi donc d'AGV ou d'AMR. En tout cas, on se base sur cette philosophie donc de goods to person pour aller chercher donc ces enjeux à la fois de réactivité et d'efficacité. Alors l'automatisation, vaste sujet. Avant de réfléchir et de dire je vais automatiser parce que mon voisin a automatisé, il faut qu'on se pose la question, ça va, mais c'est quoi mon entrepôt et quelle est sa fonctionnalité? Et en fonction de mon entrepôt, un entrepôt d'usine, un entrepôt plutôt régional, local, un entrepôt où on fait plutôt du e-commerce, où on est plutôt sur du hub, etc., on va avoir plusieurs approches. On va analyser la typologie des produits. Avec derrière, on le verra, la partie volume. On va analyser la partie stock et on va analyser la partie flux. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque les solutions dont vous a parlé Laurent ou les solutions d'autres fournisseurs vont être adaptées plutôt avec j'ai besoin plutôt de densifier mon stock et d'avoir peut-être un peu moins de flux, ou de densifier mon stock avec beaucoup de flux, ou je ne peux pas densifier mon stock parce que je travaille sur des produits où je vais gérer des numéros de série, des numéros de lot et c'est capital. Donc on va pas pouvoir le densifier, mais par contre, donc on va être sur un stockage sélectif. Alors, ou alors je peux le densifier, mais charge à l'automatisation d'aller me sortir la bonne palette au bon moment pour pouvoir servir mon client dans un temps raisonnable et contractuel. Et donc tout ça, ça va être un équilibre finalement avec qu'est-ce que je stocke, comment ça rentre, comment ça sort, est-ce que je dois consolider, c'est-à-dire je consolide des petits volumes, des gros volumes, etc. Et donc avec la typologie de volume, petit volume, palette en gabarit, avec des solutions qui sont plutôt adaptées à du petit ou à du gros volume, ou encore donc à du gros volume. Et donc, une fois qu'on a identifié le besoin de l'entrepôt, on a besoin de rentrer dans le détail. C'est quoi nos articles, combien de références on a à gérer, quelles sont les traçabilités, quelles sont mes contraintes réglementaires. Tous les systèmes ne sont pas adaptés à de la température négative, à de la température positive. Tous les systèmes ne sont pas adaptés à des contraintes ICPE qui vont exiger des bacs de rotation, des bacs de rétention et autres. Donc, il y a des problèmes d'incompatibilité. Donc, tout ça, ça rentre dans le jeu pour aller identifier les alternatives technologiques. Volontairement, je ne vous ai pas mis de visuel sur la partie automatisation. On peut en avoir assez facilement. Je suis plutôt parti sur des notions de famille. Avec des technologies qui très clairement sont de moins en moins contraignantes, de plus en plus souples et faciles à mettre en œuvre. Ici, on est plutôt sur des systèmes donc, qui combinent du stockage et ou du flux. Des notions de grues, alors qui sont compatibles avec des petits volumes et des gros volumes. Alors les grues, c'est le transstocker ou c'est le mini-load. On a un système donc de grue qui va chercher dans une adresse et donner un bac ou une palette et qui nous ramène ces produits-là en tête, où on va aménager par la suite donc des notions principalement de convoyeurs pour aller mettre à disposition donc ces produits à des opérateurs en limitant les temps d'attente. On a des notions de carrousel, voilà, Laurent en a parlé. Donc sur des petits volumes aussi, on a aussi des carrousels hors gabarit qui sont intéressants, notamment sur des contraintes de longueur. C'est des choses qui peuvent très bien fonctionner et qui évitent des contraintes quand on rentre des barres de 6 mètres dans un entrepôt, qu'on doit les mettre perpendiculaires au quai pour les rentrer, etc. On reprend celle de manutention et autres. Et si on a des avantages à aller chercher, donc à automatiser, et y compris en termes de stockage. On a des systèmes de navettes. Alors oui, j'aurais dû dire peut-être shuttle. Je suis peut-être trop francisé dans mes propos. Donc c'est shuttle, donc sur du petit volume, sur du gros volume, sur du hors gabarit. Alors quand on dit navette, ça peut être aussi de l'AGV, de l'AMR. Quand on dit shuttle, on est plutôt dans une infrastructure de stockage, étagère ou rack. Et donc on est ici sur de la navette.
en fonction donc d'un certain nombre de dimensions. On va appeler un 1D, donc elles ont une direction, 2D, elles ont deux directions, elles peuvent être 3D, elles montent toutes seules, et puis donc on peut avoir du 2D avec un élévateur, un ascenseur devant qui les permet de les mettre au bon niveau et d'aller chercher les bons produits. Et là aussi, derrière, on peut avoir différentes technologies sur le tout. On peut aussi avoir des navettes qui transportent des étagères. Voilà, quand on parle d'étagères mobiles. Alors avant, on parlait d'étagères mobiles avec des racks, avec des grands volants type archive pour déplacer et avoir qu'une seule allée de circulation à l'instant T dans un univers de stockage. Là, quand on parle en semi-automatisé d'étagères mobiles, c'est un robot, une navette qui vient chercher une étagère et qui l'amène à un opérateur. Et puis on a les systèmes que j'appelais cubiques. Alors les systèmes cubiques, bien souvent, c'est finalement le nom de la technologie est égal au nom du fabricant. Laurent a beaucoup parlé d'AutoStore. On a des systèmes cubiques chez Young & Rich, on a des systèmes cubiques de différentes solutions. Donc, on va vraiment condenser, limiter, supprimer toute allée de circulation, puisque rappelons que si on va chercher automatisation, c'est aussi pour gagner de l'espace, gagner de la surface, et donc à un moment donné, supprimer ces allées de circulation qui n'ont pas de valeur ajoutée, entre guillemets, ou en tout cas qu'il faut limiter au maximum. On a parlé de système de stockage. N'oublions pas que le système automatisé à lui-même, tout seul, ne vaut rien. C'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, il ne vaut rien. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, il faut l'alimenter, il faut évacuer les produits, il faut les relier. Et donc, on peut continuer avec cette automatisation. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les entrepôts ont commencé à aller chercher des systèmes. On ne parlait pas d'automatisation, mais on mécanisait pour déplacer une palette, un colis, des colis du point A au point B, avec un inconvénient du convoyeur, c'est qu'une fois qu'on pose un convoyeur, si ce n'est à le mettre au plafond, et ça existe évidemment avec des systèmes donc de monorail, soit au sol, soit au plafond, eh bien les convoyeurs, on ne pouvait pas passer au travers. Voilà, donc on a des AGV qui sont arrivés, puis maintenant des AMR qui sont un petit peu plus souples que les AGV, même s'ils ont encore des capacités peut-être moindres en termes de transport, de technologies qui arrivent et qui permettent de relier des produits, voire d'avoir des connexions pour rentrer à l'intérieur donc des systèmes et communiquer avec ces notions de navettes. Les navettes n'étant rien d'autre que des AMR, mais qui sont guidées dans des rails de stockage. Important également, puisqu'on parle quand même d'efficacité, on parle de fiabilité, c'est les interfaces homme-machine. Aujourd'hui, avec même un process des plus manuels, j'allais dire, ces interfaces sont capitales pour la fiabilité de l'information, pour le temps réel, qui est extrêmement important, et puis pour le gain, j'allais dire, le gain de temps également de l'opérateur. Les systèmes peak ou put to light, où on a une lumière, éventuellement une quantité qui vient s'afficher pour nous dire où est-ce qu'on doit prélever le produit et où est-ce qu'on doit le poser. Avec des consignations de commandes qui sont importantes. On a des fois des murs de put to light qui sont assez conséquents dans les entrepôts. Il y a la notion de vision, même si elle n'est pas très développée, mais je pense que ça peut être amené à se développer pas mal, ou de voice picking. Alors on en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas ça existe, c'est très utilisé notamment dans la grande distribution. On a beaucoup de produits, il faut aller très vite et on n'a pas le temps de sortir, de prendre un PDA et d'aller flasher un code barre, un QR code, ou même d'aller avec une raquette tester un RFID, et on doit avoir les mains pleines et de la productivité parfaite. Là aussi, le fait de prendre un PDA dans la main, ça n'apporte pas forcément de valeur. La philosophie est importante, je ne reviendrai pas dessus puisque Laurent en a parlé, goods to person, person to goods, et puis donc on arrive aussi et de plus en plus sur le goods to robot avec des robots de picking, de prélèvement. Pourquoi? Parce que on a des systèmes aujourd'hui qui ont une telle cadence de présentation de bac que l'opérateur en lui-même peut plus suivre pour aller prélever et préparer ses commandes en parallèle. Tout ça sans oublier le pilotage par le WMS.
voilà, qui vraiment va constituer ce système de pilotage qui va communiquer avec un ERP. Alors, ça peut être aussi un module d'un ERP. Le WCS qui va mettre en route, qui est finalement le système opérant du WMS. C'est-à-dire que j'ai des préparations manuelles, j'envoie ma vague de préparation au préparateur. J'ai des préparations automatisées, j'envoie la vague de préparation WCS qui va faire en sorte de mettre en route les technologies, les automates qui vont bien, et puis l'arrivée de l'IA, effectivement, qui va simplifier beaucoup la vie. Alors, on a multiples choix d'automatisation. Voilà, on fait des salons, on a des magazines, on a tout ce qu'il veut, on a tout ce qu'on veut. Le voisin, lui, a automatisé. Et j'ai dit, comme mon voisin a automatisé, j'irais bien faire la même chose que lui. Oui, mais non. Pourquoi? Parce qu'on a une étude sérieuse, une étude ce qu'on appelle préliminaire ou étude de faisabilité qui est très sérieuse à mener, qui doit prendre en compte, je viens d'en parler tout à l'heure, les niveaux de stock, les besoins de stock, les besoins de flux. Donc on a un système finalement bien rodé d'entonnoir. Ben, c'est quoi les bases du projet? C'est quoi mon cadre de référence? Est-ce que je reste dans l'entrepôt? Est-ce que je vais investir une friche? Est-ce que je veux exploiter plus de hauteur? Est-ce que je pars d'une page blanche? Est-ce que je fais une extension? Donc voilà, un cadre de référence, un besoin où on va transformer la stratégie donc en tactique opérationnelle. Ok, augmenter un chiffre d'affaires de 10%, très bien, pas de souci. C'est quoi? C'est 10% d'augmentation de tarifs, auquel cas pas d'impact sur la manutention, ou au contraire, c'est 10% de clients en plus, ou de produits en plus, ou une gamme de références en plus, ou plus de lignes de commande dans mes commandes, ou plus de quantité dans mes lignes de commande. Donc tout ça, ça a un impact où finalement, au départ, l'unité de gestion est capitale pour aller interpréter l'unité de manutention qui va avec. Une fois qu'on a ça, on vient et on a défini ce besoin et on vient développer des solutions alternatives, on va le développer après, où on va aller comparer les différentes solutions et c'est là qu'on va aller identifier quel est l'avantage de la solution que j'identifie en termes donc de fiabilité, en termes de réactivité, en termes de capacité, pour ensuite une fois qu'on associe un certain nombre de livrables avec, donc, et notamment la partie coût, la partie comparaison, la partie avantage pour l'intention de chaque solution, permettre d'identifier une solution optimale. Alors, on va l'identifier en analysant les unités de charge, les flux entrants, les flux sortants. Alors, bien souvent, on oublie les flux entrants. Ça, c'est dommage, parce qu'on parle, oui, on a en tête les préparations. Effectivement, les préparations, on est réactif. Flux entrants, on a peut-être un petit peu plus de temps, mais il ne faut pas négliger non plus, parce que si on veut être dans un processus goods sous personne, ben, il faut déjà que les goods soient dans le système, et donc ne négligeons pas donc les flux entrants. L'analyse de stock avec les besoins, on va parler en pic. Hein. Quand on parle en automatisation, on parle de pic. Pourquoi? Parce que sur une activité manuelle, j'ai un problème capacitaire. J'appelle un intérim, je mets 2 chariots en courte durée en place. Et puis, bon, il y a un peu plus de coactivité, mais globalement, je sors mon sifflet et je suis chef d'équipe et hop, on y va. Si on est en système automatisé, alors on a des solutions aujourd'hui, notamment sur les notions, quand on va chercher des navettes, quand je dis que ça amène de la souplesse, on peut. Et il y a des fournisseurs qui proposent des navettes pour passer des pics d'activité, c'est très bien. Si on est dans des structures un petit peu plus rigides, eh ben, ça va être compliqué. Et si j'ai travaillé sur la moyenne et pas en pic, ou si j'ai dit je suis allé travailler sur un pic au mois d'août, alors que mon pic, il est plutôt tous les jeudis entre 9h et 10h parce que j'ai des contraintes d'arrivée de commande et de départ de camion derrière, et ben, je vais passer à côté de mon pic et je ne vais pas savoir travailler correctement le jeudi matin entre 9h et 10h. Donc, cette analyse très importante où on va récupérer des historiques de données de manière à pouvoir les projeter et identifier ce besoin de capacitaire, aussi bien sur du stock, mais aussi sur du flux de nos systèmes automatisés. L'impact sur les besoins en personnel en conséquence, hein, là on est sur les OPEX, et puis donc la prise en compte donc, de ces croissances de volume et de l'évolution de la gamme.
Évidemment, on ne doit pas sous-estimer la donnée. On travaille sur des historiques, des extractions de systèmes. Alors, en faisant attention entre le besoin initial et la manière dont je l'ai traité dans les mois passés. On a des relevés sur lesquels on n'a pas d'autre choix que sortir le chronomètre ou sortir tout outil de mesure pour identifier le besoin. On discute avec les personnes de terrain parce que c'est elles qui connaissent aussi l'activité et le GDR. Alors, au moins les pratiques à défaut du besoin, mais je tiens l'attention sur ce distinguo entre le besoin et la pratique. Hein. Des fois, on a des pratiques qui sont un peu ancestrales, même si le mot est fort, et finalement, on a toujours fait comme ça. Il y a eu des changements de poste, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, etc. Et ben demain, j'ai mon besoin qui finalement évolue, mais je continue à pratiquer de la sorte. Donc ça, faut bien l'identifier aussi, parce que sinon, on va pas aller chercher donc justement l'efficacité de notre système. Voilà. Et puis donc il y a des relevés terrain et donc on est obligé. Et donc l'idée c'est qu'il faut vraiment pas négliger quand on fait une étude système automatisé. Il faut pas avoir peur de prendre le temps, de poser les choses, de maîtriser ses process et de les chiffrer, de les évaluer. Et derrière, chaque solution, on va faire un plan directeur, un plan de masse, un layout, un aménagement. On va réfléchir justement à ces interfaces homme-machine, à ces aménagements de postes de travail, etc. On va estimer le coût d'investissement, le CAPEX. On va estimer les OPEX, donc c'est les coûts de personnel, c'est les coûts d'entretien, c'est les changements de batterie quand je suis sur des systèmes automatisés, etc. Et donc, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter sur la première idée qui me semble la bonne. Ou un fournisseur qui effectivement m'a fait une offre et qui me dit ben oui, ben c'est la solution qui est la meilleure pour vous. L'idée c'est vraiment plutôt d'élargir le scope et de pouvoir comparer. On est quand même sur des investissements conséquents. Et donc, on va comparer ces solutions avec des zones de stockage, des zones de prélèvement, la notion de consolidation. On n'échappe pas au WMS, quoi qu'il en soit. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, parmi ces solutions proposées, je vais aller aussi dire, OK, elles fonctionnent parce que je l'ai calibré pour. Par contre, rien ne nous empêche derrière, et c'est plutôt conseillé, d'avoir 3 vérifications, hein, une fois qu'on est plutôt sur alors, on ne va pas le faire sur toutes les solutions, mais plutôt sur la solution pressentie. Une simulation dynamique qu'on appelle aussi simulation de flux, et on reproduit digitalement l'activité. Et quand on est sur des systèmes simples, pas besoin. Quand on est sur des systèmes un peu plus complexes, vérifier un nombre de navettes, vérifier que le process B qui est entre le A et le C ne génère pas un bottleneck soit en aval, soit en amont. Vérifier que la solution réponde bien, que les robots aillent bien charger et le temps de charge, etc. Donc tout ça, on va faire une simulation et ça va permettre vraiment d'amener une garantie sur investissement avant de signer le chèque. C'est une preuve de concept et c'est quelque chose qui est très conseillé quand on va chercher des systèmes automatisés. L'analyse de résilience, c'est important aussi, hein, c'est-à-dire que si mes ratios évoluent entre la palette complète et du picking, est-ce que ma solution est encore viable? Bon, et à quel niveau et jusqu'à combien, etc. Et puis l'analyse de risque, ici, c'est comment est-ce que je peux éventuellement faire marche arrière, quels sont les obstacles que je peux rencontrer en termes de risque de retard, en termes de jalons, en termes de problèmes d'évolutivité, etc. Donc ça, c'est important aussi de faire une bonne analyse de risque sur les situations. La solution derrière, elle doit être rationnelle et elle ne servira, puisque, encore une fois, on parle d'efficacité et de réactivité, elle ne doit pas arriver à n'importe quel prix. C'est qu'à un moment donné, on ne doit pas aller chercher de la surqualité ou on ne doit pas aller chercher l'envolée des coûts par rapport à un niveau de service que j'attends. On doit bien identifier le niveau de service dont on a besoin, identifier les besoins en termes de stock et de pic, et aller chercher la solution rationnelle et pas forcément la solution, encore une fois, du voisin.
qui est peut-être alléchante, intéressante, il m'en dit grand bien, mais finalement, je ne suis pas calibré pour. Donc, on a vraiment une analyse très fine. Oui, les systèmes automatisés nous amènent des bénéfices, mais attention également quand même à ne pas aller chercher des systèmes qui ne sont pas forcément en phase avec nos besoins. Une fois que le système est choisi, on va avoir cette notion de mise en œuvre, EPCM, hein, qu'on sait faire évidemment chez Simco, où on a donc cette partie donc de projet détail. On prend la solution et on va l'analyser de manière très fine, un layout très fin qui va constituer derrière les éléments d'entrée donc d'un cahier des charges. Et ce cahier des charges va me permettre d'aller chercher le bon fournisseur, puisqu'on va avoir parlé de technologie, pas encore fournisseur, pour ensuite assister et gérer la partie, manager la partie installation avec tous les tests qui vont bien et démarrage, mais je m'écarte un petit peu du sujet, puisque là, ça veut dire qu'on a déjà choisi l'automatisation, le système automatisé qui vont bien dans le cadre de nos besoins. En conclusion, oui, l'automatisation va amener de la réactivité, va amener de la fiabilité, va amener du confort, va amener de la technologie, va amener finalement de l'intérêt aussi pour les collaborateurs. Alors attention, hein, le niveau de formation n'est plus le même forcément chez les collaborateurs. Ça, c'est un point qui est important à prendre en compte dans les projets aussi. Comment je fais évoluer mon personnel. Un chef d'équipe n'a plus le rôle en solution, n'a plus le même rôle en solution manuelle et en solution automatisée. Mais en tout cas, c'est vraiment, je vais dire, c'est un métier de faire ces études. Quand on est chargeur, quand on est producteur, on n'a pas forcément les équipes pour, on n'a pas forcément l'habitude. Et l'idée, c'est quand même de vous inciter à passer par des professionnels tels que nous, évidemment, pour aller mettre en place donc ou analyser le besoin et les solutions. Après, la mise en place, c'est encore autre chose, mais on sait vous accompagner ici. Et évidemment, on n'aime pas les yakafokons. Et on le voit aujourd'hui sur des statistiques qui sont faites. À peu près un bon tiers des clients passent par des cabinets de conseil, un tiers le font en eux-mêmes. Et puis, on est à peu près sur 15% de projets qui sont gérés donc de A à Z par des fournisseurs. Ça coûte cher au début, mais on voit qu'avec le temps, le fait de bien calibrer, de bien avoir une garantie, une assurance, automatiser l'intralogistique en passant par un cabinet, en se faisant accompagner, présente vraiment beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance des outils du marché, c'est la veille technologique, c'est la comparaison et l'apport de différents secteurs d'activité. Et puis, ça évite, encore une fois, de faire du copier-coller de solutions ou de faire trop confiance finalement à la première offre que j'ai ou de gérer uniquement le choix en termes de tarifs, puisque tout n'est pas dans le coût. Hein. Il y a vraiment une matrice à mettre en place de pondération entre combien ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte, quels sont les points d'attention par rapport à la mise en place. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes. Merci pour votre attention. Vous aurez évidemment la présentation comme promis par Simona et place aux questions peut-être si vous en avez. Merci pour ces deux présentations très intéressantes et très inspirantes qui ont surtout plu et intéressé nos participants. Donc, nous avons eu plusieurs questions. J'en ai sélectionné quelques-unes pour ce moment de table ronde. Je vais partir par vous, Laurent. Si vous êtes d'accord, donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la limite de performance du MIB vers AutoStore? La limite de performance entre l'AutoStore, pour comparer l'AutoStore et le mini loading box, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai fait le focus. Le mini loading box, en fait, il est limité par son temps de présentation de bac qui n'excédera jamais 130, 140 présentations de bac à l'heure, alors qu'un système AutoStore est capable d'avoir un flux beaucoup plus important.
C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, c'est pas le même, on n'est pas dans la même, comment dire, solution. On est sur des flux donc modérés, d'un côté avec le mini loading box, et un coût qui est associé en fait. Parce que je vous ai parlé de tickets d'entrée autour de OK. 250 000 €. Un AutoStore, le ticket d'entrée est plus proche du million d'euros, pour vous donner un peu une idée. Donc c'est une proportion. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à Oui, oui, votre oui, je question, pense. Simona. Oui, 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 merci. Donc, vous parlez de solutions packagées pour le MIB. Que cela signifie-t-il réellement, du coup? Effectivement, solution packagée, l'idée c'est on parle de logistique simplifiée, d'automatisation, on va dire facile à mettre en œuvre, et c'est toujours dans la démarche de Cardex. Quand on propose le mini loading box, en fait, je vous l'ai présenté comme solution packagée parce que c'est quelque chose qui va, s'implémenter rapidement. En moins de 3 mois, on est capable d'installer un mini loading box. Et surtout, en termes de fiabilité, on a travaillé sur une dimension bien précise. Ça nous permet d'être pertinent aussi au niveau de la proposition du coût et de l'intégrer donc très rapidement. Voilà pourquoi on parle de solution packagée. Packagé, ok. Eh bien, merci. On retrouve AutoStore chez différents fournisseurs. Donc, pourquoi choisir Cardex plutôt qu'un autre? Vous posez la question à qui? À Benoît ou à moi? À vous, Laurent. Pardon, excusez-moi. Non, après, c'est un échange après avec Benoît. Non, concernant l'AutoStore, ce que j'ai expliqué, c'est vrai peut-être un petit peu rapidement dans ma présentation, c'est que AutoStore, en fait, a une stratégie de vente qui est différente. Il travaille qu'avec des revendeurs. Donc, nous, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on a la carte AutoStore. Qu'est-ce qui va nous différencier par rapport aux autres intégrateurs? Je vous en ai parlé aussi un petit peu rapidement, mais on va se reposer sur le service technique, le savoir-faire de Cardex. On tourne, par exemple, en France avec 30 techniciens qui sont formés pour l'AutoStore. Donc ça, c'est un point important parce que quand on investit dans un système automatisé, on est quand même rassuré d'avoir un service technique de proximité. Et puis le deuxième point qui va faire une grande différence avec les autres intégrateurs d'AutoStore, c'est la partie innovation. Je vous ai présenté le poste IPA tout à l'heure, le poste de travail avec le système de présentation en fait avec un rétroprojecteur sur le poste. Eh bien, c'est un élément différenciateur. Et puis, le dernier point, après j'arrête, le dernier point, et Benoît en a parlé, effectivement, tout ce qui est AutoStore, tout ce qui est stocker, en fait, le moyen de stockage, ça n'existe uniquement s'il y a un système, une réflexion en entrée, en sortie avec un flux associé, que ce soit des convoyeurs, des robots. Donc, c'est un prétexte, le système de stockage. C'est tout son environnement autour qui fait le système et la solution. Ok, merci. Je vais passer à vous, Monsieur Cudel. Pourquoi faire intervenir donc un cabinet de conseil dans un projet alors que l'on peut accéder directement aux fournisseurs? Je vais peut-être attendre que Laurent ait quitté la session pour répondre. Non, c'est une mauvaise boucade. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Non, en fait, on a la prétention d'avoir une vue globale des technologies du marché et de donc pouvoir vraiment de manière très objective, parce qu'encore une fois, nous on est indépendant de tout fournisseur du marché, d'avoir une vue très objective sur les différentes comparaisons de technologies. Alors, il y a des fournisseurs qui proposent par eux-mêmes différentes technologies. On l'a vu avec la préparation de Cardex, quand bien même Cardex a plutôt une image sur le marché de un peu comme Frigidaire et Mobilette. Cardex, on l'associe à l'armoire verticale et toute armoire verticale s'appelle Cardex. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir un peu les chakras et d'aller chercher aussi peut-être des solutions auxquelles le client ne pense pas et d'éviter finalement peut-être d'avoir un fournisseur en face de lui qui dit oui, non, mais ma solution, c'est effectivement la meilleure. Alors, ça peut être la meilleure, évidemment, mais à un moment donné, il y a l'idée vraiment de cette prise de recul, de cette analyse de risque, de cette globalité de comparaison où, OK, il y a
il y a le système, il y a la manière dont on l'implémente, il y a l'impact sur l'organisation de l'entreprise, l'impact RH, financier évidemment, mais justement, c'est pas que financier de choisir un système automatisé. Très bien, merci. Quel est votre périmètre d'intervention, Monsieur Cudel? Alors, périmètre au sens secteur d'activité, au sens… alors, périmètre, alors je vais répondre aux deux. On s'adresse, nous, à tout secteur d'activité. On considère que dès l'instant qu'il y a du stockage, il y a du flux, on peut avoir de la valeur ajoutée à intervenir. Après le périmètre, soit on a des clients qui ont déjà un projet, qui savent déjà ce qu'ils veulent, et donc on a parlé d'études d'opportunité ou d'études de faisabilité, donc on va rentrer dans ce process d'études de faisabilité et on peut accompagner le client jusqu'à la mise en œuvre et jusqu'à lui rendre les clés de son entrepôt en disant ça y est, maintenant ça fonctionne. Donc on est plutôt sur des projets de plusieurs années, mais il faut d'abord commencer par identifier ce besoin. On peut aussi entrer par une notion d'audit. On a des clients qui nous disent à un moment donné, j'ai un mauvais taux de service, j'ai des erreurs d'inventaire, des écarts d'inventaire, mes camions partent en retard, je sais pas trop, voilà, je sais pas trop ce qui se passe, etc. Donc on a capacité à rentrer par une phase d'audit, d'observation, de comparaison, de benchmark, de check d'indicateurs aussi, hein, parce que on travaille aujourd'hui, et surtout quand on est en système automatisé, mais aussi en manuel, on a besoin d'indicateurs pour mesurer comment on fonctionne aujourd'hui. Et donc, on peut rentrer aussi à ce niveau d'audit. Dans le périmètre, on peut rajouter, bon, j'en ai parlé dans la présentation, la partie formation avec certification Calliope. L'idée, c'est vraiment d'aider les collaborateurs et d'aller chercher les retours aux fondamentaux parce qu'on nous met des beaux joujoux dans les mains. Mais finalement, si on ne sait pas trop ce qu'on doit attendre de ces outils qui coûtent très cher quand même, on va gâcher l'investissement et on va générer de la frustration au niveau de l'entreprise. Et puis la dernier périmètre, enfin un dernier, je ne sais pas, mais qui me vient à l'esprit, c'est la notion de simulation de flux. Là aussi, j'en ai parlé, hein, l'idée de valider une organisation à travers justement la mise en place de cette simulation. Ça nous permet là aussi d'affiner, d'aller chercher, d'aller affiner ces notions d'investissement, d'affiner les moyens, les process, de pouvoir changer des paramètres et sans aller perturber ni les collaborateurs ni les clients à faire des essais sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui est assez bluffant, à vrai dire, aussi bien en termes de puissance de calcul que de résultats, puisque derrière, on peut, avec un casque à réalité virtuelle, se promener dans son organisation future. Et à ce propos, combien de temps faut-il donc pour réaliser une simulation de flux? Eh ben, je peux répondre en normand. Tout dépend de la taille du système. Alors, les systèmes très simples, on ne va pas forcément aller chercher à dépenser de l'argent dans la simulation de flux. Mais un système un peu complexe, on peut être entre 2 à 3 mois de réalisation à peu près. Ça dépend du nombre de process et voilà, et du périmètre. Quand un système est trop complexe, on va plutôt on va faire des systèmes indépendants qu'on va interconnecter derrière de manière à pouvoir simplifier, à dire je fais une boîte noire, j'ai des points de sortie qui deviennent le point d'entrée de la boîte noire suivante. Merci. Laurent, nous avons eu beaucoup de questions par rapport à votre stocker horizontal. Est-ce que vous en vendez encore? Alors, effectivement, le stocker horizontal, ça fait pas mal d'années qu'il existe, mais il se vend encore même plutôt pas mal. C'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on parle beaucoup d'ergonomie, de postes dédiés. Et le carrousel horizontal, en fait, on n'est pas sur de l'ergonomie à 100%, puisque si vous vous souvenez, hein, c'est du rainage qui est à 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, sur lequel on va chercher des bacs qui viennent à vous, en fait, à différentes hauteurs. Alors, pour répondre à la question, oui, on continue à en vendre. Je le disais aux États-Unis pas mal et en France. Moi, cette machine, c'est des gens du monde automobile, du sport F1. Okay. Qui m'a donné cette information qui est assez intéressante.
Cette machine, c'est la seule machine en fait que l'on propose qui a un taux de disponibilité de 100%. En fait, cette machine, si elle tombe en panne, alors bien sûr, elle tombe en panne, il faut intervenir, mais à la grande différence des autres solutions, c'est que vous pouvez aller chercher votre référence manuellement en attendant l'intervention d'un technicien. Donc c'est une machine qui est quand même, elle peut prendre un sens, rien que pour ça. Ok, merci. J'ai une petite question pour vous, Monsieur Cudel. Selon vous, les armoires verticales de Cardex ne sont-elles pas caduques? Ah, ben, je réponds pas sur l'armoire horizontale, mais sur l'armoire verticale alors. Ok. Oui. Euh, c'est pas parce que le modèle où on en parle depuis des années et des années que le modèle est révolu. Au contraire, enfin, je pense que Laurent a développé un peu les innovations qui avaient été faites sur ces armoires là sur ces derniers temps. On n'est plus simplement sur du carrousel. Euh, En fait, tout dépend du besoin. Stock, flux, toujours pareil, hein. On peut être très bien adapté sur de la pièce détachée, sur l'outillage, peut-être sur de la production en petite quantité ou sur des produits qui vont rester en stock assez longtemps en termes de profondeur. Non, on n'exclut pas, en tout cas, on n'exclut jamais, nous, ces options dans les options de nos clients. Si je peux juste apporter un élément par rapport à l'armoire horizontale, au carrousel horizontal. Mhm. On peut trouver encore des applications puisque on va être amené de plus en plus à aller investir, à aller chercher des friches plutôt que partir sur un terrain nu et construire un cube comme on le voudrait. Et donc sur certaines friches, on a des contraintes des fois de dalle ou de hauteur qui font que effectivement la solution est pertinente. Et la deuxième remarque par rapport à ça, c'est qu'on a aujourd'hui de plus en plus de systèmes, même de bac shuttle, où on a des caillebotis tous les 2 mètres dans la structure qui peuvent nous permettre aussi effectivement d'aller faire du prélèvement manuel. C'est pas très recommandé parce que derrière c'est délicat en termes de régularisation de stock et de fiabilité de stock. Mais si on est obligé de passer par là, effectivement, on peut intervenir pour déplacer une navette ou pour aller faire un prélèvement, vraiment si il y a un blackout total d'électricité, par exemple. Ok, merci. Laurent, oui, Laurent voulait rajouter. Si je peux compléter l'information bien de sûr. Benoît, effectivement, sur les stockers verticaux, effectivement, hein, c'est une machine qui a pas mal d'années. On l'a trouvé beaucoup en production et aujourd'hui, parce que cette machine, en fait, elle prend peu de place au sol. Pour donner une idée, hein, le ticket d'entrée, c'est autour de 40-50 000 euros, donc on est sur des investissements qui sont pas trop forts. C'est vraiment intéressant quand on a de la petite pièce, du vrac pour faire du picking. On en vend toujours beaucoup dans des pharmacies hospitalières en production pour des petites pièces, mais on commence aussi à avoir ces solutions verticales Cardex, parce que c'est Cardex, je parle Cardex, mais ces solutions en logistique, chose qui n'était pas encore très courante il y a quelques années en arrière. Dans une réflexion globale, on est toujours un peu embêté pour les références qui tournent peu, qui prennent de la place au sol. Et en fait, on n'avait pas le réflexe avant de proposer cette solution. En même temps, je donne un petit tuyau à Benoît. C'est vrai que l'idée, c'est d'avoir l'ensemble de ce portefeuille de technologies qui nous permet de trouver à chaque fois là où les bonnes solutions. Ok. Je vous ai coupé, Merci. Simona, excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'est très intéressant, au contraire. J'ai une petite question par rapport aux dernières innovations donc de Cardex. Oui. Et quelles sont les dernières innovations donc? Oui. Alors, les innovations, je vous ai beaucoup parlé de stratégie parce que la stratégie est très importante. Elle est très différenciante par rapport aux années précédentes où on vendait du Cardex, on vendait nos placards automatisés sans les réduire à ce qu'ils sont déjà. Aujourd'hui, on vend des solutions, des systèmes, on va dire, complets. Quand on parle d'innovation, je vous ai présenté ce poste de travail, par exemple, qui a été travaillé chez Cardex pour l'AutoStore et pour le mini loading box. On est en train de travailler, je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on investit 3 ou 4% de notre chiffre d'affaires sur l'innovation.
Donc, on travaille sur l'innovation de demain. On est obligé, on parle d'intelligence artificielle, on parle de machine learning, on parlait de robot picking, on a encore des axes de progression à faire. Donc, on a des personnes qui travaillent sur cette partie innovation et l'innovation de proximité très rapide, c'est l'informatique. On parle beaucoup de WCS, de WES, de Warehouse Execution System. C'est le véritable chef d'orchestre de tout ça. Vous pouvez avoir le meilleur moyen de stockage, les plus beaux convoyeurs, les plus beaux stockeurs. Si vous n'avez pas le chef d'orchestre qui fonctionne qui fait fonctionner à merveille tout ça, vous n'existez pas. Voilà, c'était. Ok, c'est très clair. J'ai une dernière question pour vous, Benoît. Donc, selon vous, sont lesquelles les tendances du coup du marché actuel, système manuel ou automatisé, selon votre point de vue? Alors, les deux sont d'actualité. Les deux sont d'actualité. Si on, système manuel, on va chercher beaucoup de fiabilisation des process à travers donc ces interfaces homme-machine dont je parlais dans la présentation, le pick-to-light, le put-to-light, le RFID, vraiment le temps réel, les choses comme ça. Et alors c'est aussi vrai dans les systèmes automatisés, mais la technologie évolue. Avant, vous aviez, moi, quand j'ai commencé à travailler en entrepôt, on flashait des palettes déjà. On avait quand même des codes barres, c'était pas mal, mais il fallait amener la palette à 1 mètre de l'ordinateur parce qu'on avait un câble d'1 mètre et puis on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, on a des solutions. Votre smartphone, s'il est Android, peut permettre d'être connecté à n'importe quel WMS ou système de pilotage d'entrepôt et d'aller assurer la traçabilité et les prélèvements dessus. Donc, sur le manuel, on est plutôt en mode, on a le lean qui arrive vraiment dans les entrepôts, qui était là aussi, qui vient plutôt de l'industrie, et on arrive sur du lean warehousing, et qui est finalement une bonne première étape avant de parler automatisation. Sur la partie automatisation, on voit qu'on a de plus en plus de clients qui finalement s'y intéressent, parce qu'on a des solutions qui arrivent et qui sont quand même plus souples et moins contraignantes, surtout que les solutions qu'on pouvait avoir quand on parlait de simple transstocker ou mini-load. C'était quand même assez conséquent. Et puis une fois qu'on mettait 3 allées avec 3 grues d'un transstocker, on avait le bardage ou les parois de l'entrepôt côte à côte, on ne pouvait pas aller plus loin et c'était plutôt figé pour longtemps. Parce que difficile d'étendre par devant, pas évident d'étendre par l'arrière, etc. On a des solutions aujourd'hui qui arrivent avec la souplesse, avec cette notion de navette, de shuttle, où on peut vraiment distinguer la partie structure, métal, et puis la partie automate, et qui permet aussi d'investir en tranches, c'est-à-dire que j'ai une projection, j'ai une stratégie qui me dit on va faire plus 30% dans les 5 ans, ou voire plus, ou dans les 8 ans, ou n'importe. J'investis et puis j'attends de voir si vraiment la croissance est là avant de remettre une tranche peut-être d'investissement. Donc on est plutôt sur des systèmes qui il y a déjà quelques années, les systèmes, notamment de manutention, ont basculé. Donc, il y a plus de commandes de systèmes automatisés type AMR, AGV que de systèmes manuels, engins de manutention classique. Et c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Les clients s'intéressent de plus en plus, effectivement, à des systèmes plutôt automatisés. Parce que pénurie de main-d'œuvre et parce que pénurie de mètres carrés. Ok, très clair. Vous souhaitez ajouter, Laurent? Je peux toujours ajouter, c'est des sujets tellement passionnants et intéressants. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle. En fait, la réflexion, et Benoît l'a présenté dans ses slides, en fait, la solution déjà, elle est attitrée à chaque client, en tout cas, elle est propre à chaque client. Et surtout, quand on est sur un ensemble en logistique, un ensemble de réflexion, on a une combinaison de technologies. Et cette combinaison de technologies, elle peut être manuelle pour certaines références, certains flux qui suffisent largement à être travaillés de façon manuelle. Ça peut être des solutions semi-automatiques. Je reparle encore des stockers, je suis bien obligé d'en parler parce que c'est un peu ce qu'on fait aussi chez Cardex, mais
mais pas que, et puis des solutions très automatisées. En fait, quand il y a des solutions globales, on a la chance d'avoir un portefeuille de produits, de solutions qui est très pertinent. Vous voyez, je vous parle de AutoStore, il y a d'autres technologies que je connais aussi. Bien sûr, moi, je vends de l'AutoStore, je ne vais pas m'attarder sur les autres technologies, mais on les connaît et elles sont pertinentes également. Mais après, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que l'automatisation aujourd'hui, elle est accessible à tous. On a réussi à la décomplexer et surtout à la simplifier. C'est très évolutif, c'est très flexible. On peut partir d'une petite brique au départ avec un investissement qui n'est pas obligatoirement très fort et faire évoluer la solution dans le temps. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu parce qu'avant, on partait sur une solution, on avait l'impression, on signe, mince, on s'est trompé, ça va être compliqué de revenir en arrière. Aujourd'hui, on a cette possibilité de faire évoluer sa solution. Et bon, très bien. Je vous remercie. Benoît, si vous êtes d'accord avec moi, hein, je parle. Ah, mais je crois que ce serait du paraphrase, donc très bien, bravo. Merci Laurent. Donc moi aussi, je vous remercie. Je vous remercie chaleureusement. Nous avons terminé ce Smart Webinaire qui a été très intéressant grâce à vous, grâce à votre participation. Je rappelle à tout le monde que vous allez recevoir dans les jours qui suivent donc les présentations et que les questions, toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre seront envoyées donc à nos intervenants pour qu'ils puissent donc vous répondre de manière directe. Je vous souhaite une excellente journée et encore merci à tout le monde.